Bonjour, merci à tous de votre participation. Je suis Vincent François, je suis partenaire chez Square Management en charge de nos activités Regulatory and Compliance. Nous accompagnons depuis plus de 15 ans les principaux acteurs du secteur bancaire sur ces problématiques, notamment MIFID. Et depuis 3 ans, France Post Marché, depuis 2 ans en tant que rapporteur du groupe de travail MIFID-MIFIR, avec donc une actualité chargée pour 2023 sur l'organisation de cette conférence et la mise à jour du guide. Je laisse la parole à Marie qui va vous introduire plus en détail notre première table ronde. Merci Vincent, bonjour à tous. Donc, je suis Marie Viguet, je suis senior manager chez Square et je travaille sur les sujets finances durables et conformité réglementaire. Et je vais animer cette table ronde qui s'intitule Finances durables, enjeux et perspectives pour la chaîne de valeur des acteurs financiers. Avant de commencer, je tiens à remercier France Post Marché, donc Pascal Lillot et Sophie De Villers pour votre confiance, ainsi que tous les intervenants pour votre confiance et votre disponibilité durant l'organisation des échanges. Cette table ronde, elle arrive à un moment charnière dans le momentum réglementaire de la finance durable, puisqu'on va avoir bientôt 4 ans de recul sur les différents textes. Comme vous le savez, SFDR a été publié en 2019 et suite à la publication de SFDR, il y a eu énormément de consultations, de publications complémentaires, des textes qui ont été publiés comme MiFID II, taxonomie et CSRD. Et durant ces 4 ans, les acteurs ont eu l'occasion de comprendre ces textes, de se les approprier, d'en identifier les limites et également de faire évoluer leurs pratiques en matière de documentation des produits, caractéristiques des produits et aussi de leur politique de gestion. En complément, les associations de place se sont elles aussi structurées pour répondre à cette pression réglementaire et elles se sont organisées afin d'accompagner les acteurs et de développer des meilleures pratiques de marché. Ensuite, l'AMF a également commencé ses contrôles et ses questionnaires sur les modalités de mise en œuvre de ces différents textes. Enfin, donc, ce sont les clients qui ont pu constater les évolutions du marché avec des nouvelles dénominations au niveau des fonds d'investissement et également de nouvelles pratiques dans la façon de prendre en compte leurs préférences en matière de durabilité sous MiFID II. Donc c'est un écosystème qui s'est structuré au fil des exigences réglementaires, qui a évolué et qui s'est amélioré afin de répondre à la question principale qui est de lutter contre le greenwashing. Cette table ronde, ce sera l'occasion de faire dialoguer les différents acteurs de cet écosystème, donc les représentants des différentes associations professionnelles, les représentants d'institutions financières et également l'AMF. Les objectifs de cette table ronde, donc, c'est de vous donner une rétrospective et également les différents challenges qui restent à relever dans cette mise en conformité réglementaire et de vous donner aussi quelques perspectives, puisque comme vous le savez, l'été a encore été riche en consultations et en publications de la part de la Commission européenne et de l'ESMA. Pour cela, on a prévu une table ronde, un temps d'échange de 1h15. Ce temps d'échange, il va être structuré en 3 parties. Il y aura une introduction pour vous présenter le contexte et les principales obligations des réglementations finances durables. Une première partie qui sera dédiée aux enjeux et perspectives de ces réglementations pour les gestionnaires d'actifs et les acteurs post-marché. Cette première partie, elle sera suivie d'un temps d'échange de 5 à 10 minutes. Et ensuite, on aura la seconde partie de cette première table ronde qui sera consacrée aux enjeux et perspectives pour les producteurs de titres, produits structurés et pour les conseillers financiers, avec là aussi un temps d'échange de 5-10 minutes, donc sur la thématique plutôt MiFID. Donc pour participer à cette table ronde, je vais appeler les différents intervenants. Alors, Sophie De Villers pour BNP Paribas, responsable finances durables et ambassadrice ESG de France Post Marché. Chloé Abdessater, chargée de mission finances durables à l'AMF. Anna Pires, responsable finances durables de l'AFG. Bruno Bérézy, direction des contrôles de l'AMF. Catherine Balançon pour la MAFI, directrice conformité. Florent Vincent, Société Générale et également AFPDB. Et Claire Douchy, Société Générale, Banque Privée. Alors, on va commencer par l'introduction. Et pour l'introduction, je vais laisser la parole à Sophie De Villers et Chloé Abdessater. Voilà,
pour vous expliquer les enjeux réglementaires et les principales obligations des textes finances durables. Merci Marie pour cette super introduction. La pression est sur nos épaules maintenant. Non, en fait, avant de rentrer dans le dur et dans le cœur du sujet avec vous, Chloé, parce que je sais à quel point vous allez être pédagogue et que vous allez nous expliquer toute la réglementation et les nouveautés autour de la réglementation, les derniers hot topics, on va dire, autour de la réglementation. Moi, j'aimerais donner juste un tout petit peu de contexte à tout ça. Et je vais démarrer au tout début et vous rappeler que en mars de cette année, le GIEC a republié un nouveau rapport et a, on va dire, insisté sur le fait que les émissions de gaz à effet de serre accélèrent bien évidemment le réchauffement climatique, mais ils accélèrent le réchauffement climatique à une vitesse sans précédent. Ça, c'est important de redonner un peu de sens aussi à tout ça et du pourquoi on fait tout ça. C'est aussi important de se dire que si on veut atteindre les objectifs climatiques, donc dans des scénarios à 1,5 degré ou 2 degrés, on sait d'ores et déjà que les besoins d'investissement pour accompagner cette transition, les mesures d'adaptabilité, mais aussi les mesures d'atténuation, elles vont devoir être démultipliées d'ici 2030, parce qu'on parle d'un besoin en investissement annuel moyen de 3 à 6 fois supérieur au niveau actuel. Donc ça, je pense que les enjeux sont compris par tous les acteurs ici présents. Je crois que tous les acteurs de la place financière ont bien conscience qu'on a un rôle à jouer très fort dans la transition et dans l'accompagnement de cette transition et même dans l'accélération de cette transition. Et on est très heureux de participer tous à ça. Donc ça, c'est le contexte. Qui est pas forcément des plus faciles. Maintenant, l'Union européenne, dans tout ça, elle n'a pas attendu la publication du dernier rapport pour non seulement mettre en avant l'urgence, le besoin et l'importance de l'urgence climatique, et elle s'est dotée d'un cadre réglementaire. Tu le rappelais, moi, c'est fou, ça passe vite, hein, pour être honnête. 4 ans déjà. On oublie un petit peu, mais voilà, elle s'est dotée donc il y a déjà plusieurs années d'un cadre réglementaire qui a pour vocation d'orienter bien évidemment les capitaux vers des activités plus durables. Et ça, c'est tout l'enjeu, et vous le savez, du pacte vert ou du Green Deal de l'Union européenne. Ça, je pense que vous allez y revenir, Chloé. Mais ce que j'aime, moi, dans la philosophie même de ce Green Deal, de ce pacte vert, c'est qu'à sa base, il y a la fameuse triade de SFDR, la taxonomie et les indices climatiques, et que cette triade-là, eh ben, en fait, elle permet non seulement une cohérence dans ce cadre réglementaire, mais elle permet aussi on va dire, non seulement une cohérence, mais on va dire une complétude dans le cadre réglementaire, parce qu'elle vise à intégrer de l'ESG dans l'ensemble de la chaîne de valeur. D'ailleurs, vous retrouvez la chaîne de valeur un petit peu ici, qui met ça bien en exergue. Donc, je trouve que voilà, on va démarrer en effet de la création du produit avec SFDR dont on a parlé, jusqu'au point de vente finale avec un MiFID II qui a aussi été adapté en bout de chaîne. Donc ça, c'est très important et ça permet à l'Union européenne de se placer vraiment en leader mondial d'une vision autour de la finance durable, vision qui est assez claire et transparente, je pense, qui est celle d'utiliser les outils de la finance dans leur objectif premier, à savoir obtenir des résultats positifs dans les entreprises et dans le monde réel. Donc ça, c'est toute la force de ce cadre, de ce Green Deal, on va dire. Maintenant, c'est pas tout rose, on va pas se mentir, et je pense qu'on va échanger là-dessus tout à l'heure. C'est aussi important d'avoir en tête que ce cadre réglementaire qui est certes très complet, très cohérent et tout ça, il apporte une certaine complexité pour nous autres acteurs financiers. Et cette complexité, elle est d'autant plus présente de par la désynchronisation et une certaine désynchronisation qu'on a entre la réglementation et les textes d'application.
Alors peut-être qu'on parlera de la taxonomie, qui en est un exemple, mais on pourrait en donner d'autres. Ceci dit, et je trouve que c'est aussi important de le noter, c'est que malgré cette désynchronisation, malgré cette complexité qu'on vit au quotidien, je crois qu'on est tous alignés ici sur la place pour dire que c'est pas un prétexte à l'inaction. Et on est tous engagés pour non seulement participer à cette transition, mais même l'accélérer si on peut le faire. Et je trouve que cette table ronde, c'est parfait quoi. En fait, on montre que tous les acteurs tout au long de la chaîne de valeur sont là pour échanger, non seulement sur les enjeux, sur les problématiques, et pour trouver ensemble des solutions. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez beau de voir ça. Donc merci pour ça. Merci beaucoup Sophie. Donc moi je vais plutôt m'atteler. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, merci. Je vais plutôt m'atteler à vous présenter un peu plus en détail ces textes que Sophie a mentionnés, qui font partie du EU Green Deal. Je ne sais pas si on peut passer à la slide d'après. Ouais, plus proche. Donc là, je vous ai mis juste les principaux textes. Le règlement taxonomie, on va commencer avec ça. Vous le connaissez déjà, je pense, à ce stade. Donc l'objectif de ce texte, c'est vraiment de créer un dictionnaire commun pour identifier les activités durables vertes. Pour rappel, en termes de calendrier, ce texte est entré en vigueur, le niveau 1, au 1er janvier 2022. Et donc en fait, une des conséquences de ce texte, c'est d'exiger de certains produits, article 8, article 9, SFDR, de présenter, de s'engager sur un minimum d'alignement taxonomie et de reporter cet alignement en ex post aussi. Deuxième texte très important que vous connaissez déjà bien, c'est le règlement SFDR, qui est donc un règlement de transparence. Donc texte de niveau 1 en vigueur depuis un moment déjà, donc depuis le 10 mars 2021. Le niveau 2 avec les RTS SFDR et les fameuses annexes des RTS pour les produits article 8, article 9 est entré en vigueur en début d'année 2023. Il y a évidemment tous les Q&A qui ont été publiés par les ESAS, l'ESMA, etc. et par la Commission européenne pour essayer d'apporter des précisions à ce texte qui soulève beaucoup de questions. Peut-être aussi à noter que donc les RTS SFDR, le texte de niveau 2, sont actuellement en cours de mise à jour. Il y a une consultation qui a eu lieu dessus ce printemps et donc les ESAS sont en train de finaliser la mise à jour et le nouveau texte entrera en vigueur en théorie en 2025. Et il y a aussi surtout la consultation de la Commission européenne sur le texte de niveau 1 qui a été lancé la semaine dernière pour essayer de collecter des informations pour identifier donc ce qui ne va pas, ce qui va et comment on peut faire évoluer ce texte. Alors je sais que vous aurez beaucoup de choses à dire à cette consultation, donc on vous encourage à y répondre évidemment, mais surtout il faut bien garder en tête que cette consultation, elle ne va pas aboutir tout de suite. Donc ce n'est pas dans 2 ans qu'on aura un nouveau texte de niveau 1 SFDR. Ça c'est quelque chose à bien garder en tête. Je sais que ça vous ravit peut-être pas, et je peux comprendre, mais du coup, voilà, on a quand même encore le texte de niveau 1 qui va perdurer encore un certain temps et qu'il va falloir bien appliquer pendant cette période. Ensuite, je passe rapidement sur la directive CSRD qui définit des exigences de reporting sur les aspects extra-financiers et qui concerne donc les entreprises financières et non financières et qui va entrer graduellement en vigueur à partir de 2024. On a les normes qui ont été publiées, les normes de reporting, les ISRS qui ont été publiées par la Commission en juillet, je pense. Bon, ils ne sont pas encore validés et il y a la période de non-objection, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail-là. Et ensuite, dernier texte qu'on a noté ici et dont on va, je pense, pas mal discuter aujourd'hui, c'est les amendements au règlement MIFID. Donc on a Suitability et on a Product Governance. Tous les deux sont déjà entrés en vigueur, Suitability depuis un peu plus d'1 an même, et on a évidemment les fameuses guidelines de l'ESMA sur ces 2 textes qui ont été mises à jour pour intégrer les préférences de durabilité et dont on va pouvoir bien discuter et donc qui entrent en vigueur le 3 octobre prochain. Donc ça aussi, date à bien garder en tête si vous ne l'avez pas déjà, c'est pour très bientôt. Ce que je n'ai pas mis sur cette slide, mais dont je mentionne très rapidement, c'est aussi le projet de règlement qui a été publié par la Commission européenne pour encadrer les communications des agences de notation extra-financière. Donc ça, c'est un texte qui est encore en cours de négociation, donc ce n'est pas finalisé, mais voilà, l'intention est plutôt positive. Et je ne sais pas si j'ai oublié d'autres choses, je pense qu'il y a une slide après qui viendra pour présenter un peu les principaux textes actuels, mais je pense que j'ai un peu tout couvert. Donc si on passe à la slide d'après, qui a pour objectif surtout d'illustrer ce que Sophie disait, c'est qu'en fait ces textes
impacte toute la chaîne de valeur. Et donc l'idée, c'était vraiment de manière très schématique d'illustrer ça. Donc on commence évidemment avec les sociétés de gestion et SFDR et taxonomie qui les impactent directement puisque ces textes leur demandent notamment de prendre des engagements sur... Ok, je vois des gens qui prennent des photos. C'est ok, très bien. Donc ces textes entraînent notamment une prise d'engagement de la part des sociétés de gestion au niveau de leurs fonds sur les 3 critères qu'on retrouvera par ailleurs dans MIF qui sont l'alignement taxonomie, l'investissement durable qui est qui pose beaucoup de questions et la prise en compte des PAI. Qui dit engagement contractuel dit les dépositaires qui sont tenus de contrôler le respect de ces engagements contractuels. Ensuite, ces engagements sont ensuite communiqués au distributeur qui, lui, par ailleurs, dans le cadre de MIF, doit collecter les préférences de durabilité de ses clients et essayer de proposer, conseiller des produits qui répondent à ces préférences, soit les préférences initiales exprimées par le client, soit celles amendées, puisque c'est une possibilité offerte par le texte. Donc ça, c'était un peu pour donner une image globale. Et je pense dans la slide d'après, on a... ah bah non, elle n'existe plus. Bon, pas très bien. Pas de souci. Bah voilà, c'était juste pour vous donner une image globale en termes introductifs pour qu'on soit tous au même niveau. Mais je pense que vous avez déjà ces textes en tête. Et donc là, on va peut-être commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Oui, merci Chloé, merci Sophie. Donc pour commencer cet échange sur les impacts en début de chaîne de valeur, donc c'est Anna Pires de l'AFG qui va vous présenter les principaux enjeux pour les sociétés de gestion. Okay, merci. Donc je vais présenter quelques enjeux, puisqu'il y en a beaucoup et on est très nombreux, comme il a été dit précédemment. Donc je vais me baser à présenter 2 enjeux majeurs pour nous. Néanmoins, avant cela, je voulais repréciser à nouveau que l'AFG et les sociétés de gestion étaient très engagées sur les sujets ISR. En effet, au sein de l'AFG, on a créé une commission ISR dès 2001. Donc ça fait un moment qu'on travaille dessus, avant la mise en place d'un cadre réglementaire sur la finance durable. Et on voit que ce cadre finance durable n'a fait qu'accélérer en fait la prise de conscience des sociétés de gestion sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Preuve en est les chiffres qu'on a dans notre enquête annuelle. Donc là, je fais un peu de teasing pour notre enquête sur l'investissement responsable. Donc à fin 2021, l'encours de l'investissement responsable s'élevait à plus de 2000 milliards d'euros en France selon la classification SFDR. À noter pourquoi je fais un teasing, c'est que notre enquête va être mise à jour et sera publiée début octobre. Donc on aura une mise à jour de ces chiffres pour avoir du coup les encours à fin 2022. Donc c'est intéressant d'avoir un peu cette big picture, si je peux dire en anglais, sur où nous en sommes sur ce sujet de la finance durable. Pour compléter les propos de Sophie et de Chloé sur le cadre réglementaire finance durable, un de nos principaux enjeux au niveau de l'AFG et pour les gérants, c'est ce besoin de clarification et de simplification. Donc on a vu, c'est très bien, on a un cadre réglementaire. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des interconnexions, il y a des concepts qui sont encore flous, des imprécisions, d'où la nouvelle consultation de la Commission européenne sur notamment le niveau 1 de SFDR. Et donc si je prends quelques exemples, la définition de promotion des caractéristiques environnementales et ou sociales, c'est qu'à ce stade, c'est assez large. Dès lors qu'il y a une mention de quelque chose d'ESG dans un document réglementaire, il va falloir le catégoriser en produit article 8, je mets des guillemets de facto. Et aussi, l'autre point, il a été évoqué par Chloé, c'est la définition d'investissement durable. Donc cette définition est vraiment très large, laissée à la main des acteurs, ce qui peut être quand même positif, mais c'est vrai que sur la place, on voit beaucoup de définitions. Et dans ce cadre-là, nous, l'AFG et nos membres, on avait travaillé à définir des grands principes pour avoir en fait une certaine harmonisation au niveau des acteurs de la place. Donc on n'est pas sur une définition commune de la place, vu que c'est vrai que c'est un peu compliqué, que comme le disait Chloé, le règlement est entré en vigueur depuis un moment. Néanmoins, on a voulu mettre en avant des grands principes pour qu'il y ait une certaine base commune d'interprétation au niveau des sociétés de gestion. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la note, néanmoins, juste vous mettre en avant ces grands principes. Donc nous, on considère qu'une entreprise doit être considérée comme durable dans sa totalité dès lors qu'elle est considérée comme active et engagée. J'ai utilisé beaucoup de termes un peu nébuleux, donc je vais un peu les préciser. Pourquoi dans sa totalité? Parce qu'une société de gestion, lorsqu'elle investit sur un émetteur, elle investit dans l'entreprise en général et pas uniquement dans une part de son activité. Donc ça faisait sens d'avoir toute l'entreprise considérée comme durable.
Par ailleurs, on estime qu'il est important également de financer la transition. Et dans ce cadre-là, si on veut financer la transition d'une entreprise, on ne va pas financer une sous-partie de son activité, on va vraiment accompagner l'entreprise dans sa transition pour justement permettre d'atteindre les objectifs que s'est fixé la Commission européenne de réallocation des flux financiers vers la finance durable. Active et engagée, très rapidement. Pourquoi active? Parce qu'il faut quand même qu'on ait une illustration de cette contribution, soit via un alignement taxonomie, ça a été évoqué juste avant, soit via une contribution via des objectifs environnementaux et sociaux. Et là, on peut faire référence à différents cadres, notamment les ODD. Sur le social, c'est vrai qu'à ce stade, il n'y a pas vraiment de cadre réglementaire sur le sujet. Néanmoins, il ne faut pas oublier la transition sociale. On parle beaucoup de climat, d'environnement, mais de notre côté, on estime que la transition ne doit pas se faire à la déperdition d'une transition sociale et d'une transition juste. Donc c'est également important d'avoir ça en tête. Et donc, une fois encore, on estime que dès lors qu'une entreprise a un plan de transition qui est considéré comme robuste, opposable, il faut qu'on puisse la considérer comme durable. Donc voilà, là, je vous ai fait un très bref récapitulatif de nos propositions sur le sujet. Je m'arrête là sur le premier enjeu et très rapidement sur le deuxième enjeu qui a été brièvement évoqué aussi par Chloé. L'autre sujet pour nous, c'est la donnée extra-financière. Donc effectivement, jusqu'à présent, le cadre s'est beaucoup focalisé sur le reporting des institutions financières, moins que sur celui des émetteurs. Donc déjà, on accueille favorablement l'entrée en application en 2024 de la directive CSRD qui va permettre d'aligner et donner un certain nombre d'informations pour que les institutions financières et là je prêche pour ma paroisse, les gérants puissent répondre à leurs obligations réglementaires, notamment dans le cadre de SFDR. Néanmoins, c'est vrai qu'à ce stade, on a vu les actes délégués qui ont été publiés fin juillet, on a quand même, on regrette que le principe de matérialité s'applique à toutes les dispositions et tous les indicateurs que vont devoir publier les émetteurs, parce que du coup, de notre côté, on va devoir publier, alors que les émetteurs, ils ont la possibilité d'indiquer que ce n'est pas matériel. Ça, c'est un point qu'on va suivre de près, vu que la Commission européenne a indiqué qu'elle allait préciser comment les entreprises, les institutions financières devaient prendre ce sujet dans leur reporting. Et dernier point, très rapidement, on suit également de près la proposition de règlement sur l'encadrement des fournisseurs de notation ESG. C'est très important, vu que dans l'attente de la CSRD, c'est vrai qu'on est très dépendant des fournisseurs de notation et de données. Et donc là, pareil, on regrette aussi un petit point, parce que la proposition actuelle ne recouvre que les fournisseurs de notation. Et c'est vrai que, je pense que peut-être que l'AMF est d'accord, mais ça, je te laisserai compléter. Nous, on estime qu'il faudrait également encadrer les fournisseurs de données brutes, puisqu'effectivement, en tant que gestionnaire, on va prendre les données brutes et on va pouvoir les analyser en interne pour faire nos propres notations. Je pense que j'ai été très très longue, mais voilà, j'ai voulu vous mettre en avant deux de nos gros enjeux, sachant qu'il y en a plein d'autres, mais dans l'intérêt du temps, je vais m'arrêter là. Merci Anna pour cette présentation. Chloé, maintenant, est-ce que vous pouvez nous partager la vision de l'AMF par rapport aux pratiques qui ont été mises en place par les sociétés de gestion? Bien sûr. Globalement, on rejoint Anna et on a souvent des échanges avec les associations professionnelles, avec différents acteurs sur les difficultés que soulève ce texte, que ce soit SFDR, que ce soit taxonomie. On comprend qu'il y a une certaine complexité. On en est tout à fait conscient et on travaille à la simplification de ces textes quand on a l'opportunité de le faire au niveau européen. Après, c'est un peu ce que je disais au début, et donc j'insiste de nouveau dessus. En fait, ces textes commencent à dater un peu. Donc SFDR, ça date de 2021. Donc on est dans une situation où, au bout d'un moment, on vient de le dire, ces textes sont stratégiques dans le cadre du EU Green Deal. Ce sont des textes centraux auxquels la Commission et les ESAS accordent beaucoup d'importance. Donc il serait peut-être temps de passer à l'étape d'après, qui est celle vraiment de se mettre en ordre de marche. Je ne dis pas qu'il faut complètement mettre de côté les difficultés qu'on a identifiées. Ça, c'est des sujets sur lesquels il faut continuer à travailler. Et nous, à l'AMF, ça me tient à cœur de continuer les échanges, de continuer à faire remonter les points, relayer les informations au niveau européen, ou même essayer d'apporter des clarifications de notre côté quand c'est possible. Mais l'idée, c'est aussi d'essayer au maximum là, de vraiment se mettre en conformité, d'éviter de se mettre en situation de risque sur ces sujets, parce qu'on le voit.
la Commission et les ESAS ont déjà lancé des contrôles sur ces sujets. Donc c'est SFDR, le texte de niveau 2 est rentré en vigueur début d'année, en début 2023, les RTS. On a déjà un contrôle européen commun qui est lancé en juin 2023 sur le sujet. Donc en fait, on a commencé les travaux, et je pense que c'est ce que Marie disait au début dans son introduction, on a déjà lancé des questionnaires, il y en a certains qui les ont peut-être déjà reçus. Mais donc voilà, on est contraint. Généralement, on laissait plus de temps aux acteurs. L'approche classique, c'était de laisser 2-3 ans aux acteurs pour qu'ils s'adaptent, qu'ils mettent en œuvre les actions nécessaires. Là, on sent que les instances européennes sont moins patientes sur ces sujets-là. Donc vraiment, le message clé pour ces textes, c'est on sait que c'est difficile, on sait qu'il y a de la complexité, ça on n'arrête pas de le dire depuis 3 ans. On continue à travailler dessus, mais il faut vraiment aller de l'avant. Parce qu'il faut vraiment éviter de se retrouver dans des risques de non-conformité qui peuvent... c'est vraiment c'est des risques, quoi. C'est un vrai risque, surtout vu la situation et l'importance donnée à ces textes au niveau européen. Donc ça, c'était vraiment le message clé que je souhaitais vous partager. Et évidemment, nous, on est disponible pour ces échanges. J'ai pas envie que vous sentiez que je suis en train de vous dire mettez-vous en conformité et débrouillez-vous. C'est pas du tout ça l'idée. Mais voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à travailler ensemble sur ce sujet et assez rapidement. Donc ça, c'était un peu sur les textes SFDR, taxonomie qu'on connaît. Je ne vais pas rentrer dans le niveau de détail des problèmes qui sont soulevés. On a résumé certains. Je souhaitais aussi peut-être mentionner l'impact de MIF aussi sur les gérants, très rapidement. Sachant que ce n'est pas un impact direct, puisque le texte ne s'applique pas directement aux gérants, mais en fait pour augmenter la probabilité d'avoir des produits commercialisés face aux préférences de durabilité, les gérants ont tout intérêt à intégrer et à prendre des engagements de plus en plus ambitieux sur les 3 critères de durabilité qui sont taxonomie, investissement durable et les PAI. Donc on a cet impact-là un peu indirect de MIF sur les gérants, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on parle d'engagement contractuel. On parle donc d'engagement écrit dans la documentation légale des fonds qui doivent être respectés en continu et qui font l'objet de contrôles. Donc le processus de contrôle classique qu'on applique par exemple aux engagements financiers des fonds, en fait, il s'applique aussi aux engagements extra-financiers. Il n'y a rien dans les textes qui distingue les deux pour avoir un traitement différencié. Et donc ça me fait une parfaite transition, je pense, pour que Bruno puisse vous présenter en synthèse les travaux qui ont été menés par l'AMF dans le cadre des contrôles spot sur effectivement comment ces engagements extra-financiers sont contrôlés par les gérants. Merci Chloé, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais essayer de faire court, mais c'est une gageure parce que il y a beaucoup de contenu. Alors en 2 mots, donc l'AMF mène des contrôles en effet sur le sujet de ESG-ISR. Le contrôle dont je vais vous parler, c'est un contrôle qui concerne le respect des engagements extra-financiers contractuels par les sociétés de gestion de portefeuille. C'est un contrôle spot. Le contrôle spot a cette particularité qu'il permet le contrôle de 5 sociétés de gestion en parallèle sur une thématique unique, en l'occurrence celle que je viens d'évoquer. La synthèse de ce contrôle ainsi que la synthèse du contrôle précédent mené sur la gestion ESG-ISR sont disponibles sur le site internet de l'AMF. Donc je vous propose de vous y référer pour plus de détails. Je m'attacherai dans la présentation à aller uniquement sur les points saillants. La particularité de ce contrôle du point de vue de la méthode, c'est que nous avons une approche concertée avec donc les services du suivi, donc Chloé la représentante, en ce sens que la synthèse vous présentera une approche zoom-in, zoom-out, c'est-à-dire que l'approche de contrôle qui fait un focus sur 5 sociétés de gestion est complétée et s'harmonise avec une approche plus générale, statistique, fondée sur un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des sociétés de gestion de la place. Donc cela permet d'avoir à l'instant T une photographie de la manière dont ces engagements extra-financiers sont décidés, validés, contrôlés dans les sociétés de gestion. En termes d'organisation, nous avons opéré sur des sociétés qui fonctionnent de la même manière, majoritairement une stratégie ESG best in class et une approche de réduction progressive de l'univers d'investissement initial, soit avec donc un certain nombre de controverses, soit avec des notes ESG qui vont exclure tel ou tel émetteur de l'univers, et un système bien entendu de forçage de ces notes qui doit être suivi et dont nous avons analysé la pertinence.
Sur l'organisation et les moyens mis en œuvre, nous avons constaté une hausse significative des moyens mis en œuvre sur ce périmètre de la gestion ESG et sur les fonctions périphériques de contrôle et de validation, plus 7%, donc 7% en moyenne des effectifs totaux des SGP qui sont dévolus à cette activité et une hausse de 80% de ces effectifs spécifiques constatés sur la période de contrôle ces 3 ans, donc c'est entre 2020 et 2022. Au niveau du système d'information qui est utilisé, un point intéressant, c'est qu'autant, et on en a parlé tout à l'heure, les données utilisées sont des données externes, autant le système d'information qui va les processer et déboucher sur la notation est issu d'un algorithme propriétaire. Les 5 sociétés de gestion que nous avons contrôlées ont développé leur propre algorithme, parfois même très récemment, ce qui nous a permis de faire une analyse de l'avant et de l'après mise en place de cet algorithme propriétaire. S'agissant des données, c'est un point important, on en parlait tout à l'heure, leur niveau de couverture a augmenté de 67% sur la période. Et bien entendu, les coûts associés également, on constate une hausse des coûts sur 3 ans de 90% de ce que coûtent les données extra-financières aux sociétés de gestion que nous avons contrôlées. Donc, comme vous le voyez, les deux augmentations sont concomitantes. Autant les sociétés de gestion sur ces données ont mis en place des arbres de décision permettant de gérer les données potentiellement contradictoires dans les éléments qui sont communiqués à l'algorithme de notation, autant nous avons constaté un manque, c'est-à-dire que la proportion de SGP ayant mis en place un contrôle qualité des données avant ingestion par le système de notation est très faible. Il concerne une société sur les 5 contrôlées, ce qui signifie que dans le cas où, à cause d'une erreur ou d'une panne, les données injectées sont délirantes, par exemple on s'attend à une base 100, on passe sur une base 10 000 parce qu'il y a une erreur informatique, eh bien il y a le risque que ça ne soit détecté qu'après calcul des notes ESG, et non pas avant. Donc ça c'est un point sur lequel nous avons insisté au niveau de la synthèse. S'agissant du processus de sélection des fournisseurs de données extra-financières, il demeure opaque. Le processus de sélection et de contrôle de la qualité du service rendu demeure insuffisamment formalisé et par ailleurs le taux de rotation de ces fournisseurs est très faible sur la période contrôlée pour les sociétés de gestion contrôlées. En revanche, nous n'avons pas noté de niveau excessif de concentration des mêmes fournisseurs ni de prédominance de fournisseurs anglo-saxons. Nous avons constaté au contraire, dans le cadre du mapping que nous avons produit, une grande hétérogénéité de ces fournisseurs et notamment la présence dans ce panorama de fournisseurs nouveaux entrants, essentiellement des startups très spécialisés. Je prends un exemple sans le citer, mais par exemple des fournisseurs de données financières qui vont se positionner sur les taux de satisfaction de clients de commerce retail, taux de satisfaction utilisateur. S'agissant du processus relatif à l'univers d'investissement, autant le processus de construction initiale de l'univers d'investissement est bien encadré par les procédures et bien encadré, bien structuré par des comités, autant c'est le processus de revue régulière de la cohérence de cet univers d'investissement par rapport à la politique d'investissement du fonds qui, elle, est insuffisamment formalisée et insuffisamment cadrée. Donc là aussi, c'est un point sur lequel nous avons insisté. Sur le sujet de la politique de notation, l'algorithme de notation, nous avons également identifié un manque au niveau de la qualité de la piste d'audit. Autant la piste d'audit des forçages, c'est-à-dire je mets en place au sein de la société un mécanisme qui me permet de modifier à la hausse ou à la baisse la note ESG parce que moi, gérant, j'ai des informations plus récentes que celles fournies par les fournisseurs de données extra-financières. Donc ce processus-là, il est bien processé, il est bien formalisé. En revanche, c'est la conservation de la piste d'audit relative à la mécanique de notation qui l'est moins. C'est principalement dû au fait que de nombreuses sociétés, parmi celles que nous avons contrôlées, étaient passées d'un système à un autre de notation au moment de la période de contrôle et eh bien, la piste d'audit sur l'ancien système de notation était moins disponible, moins structurée que celle du nouveau. S'agissant des contrôles pré-trade et post-trade qui vont s'assurer du respect des engagements extra-financiers contractuels sur la durée, le point à retenir est que nous avons noté une pratique insuffisante de la combinaison du contrôle pré-trade et post-trade, c'est-à-dire qu'on note aujourd'hui une adaptation de ce type de contrôle au type d'engagement. Si j'ai un engagement à faible volatilité, comme par exemple une exclusion nette, on va plutôt avoir du pré-trade.
Si j'ai un engagement à forte volatilité plutôt du post-trade, or il nous semble que, autant que faire se peut, et avec toutes les difficultés que cela représente du point de vue du développement et du coût associé, il convient de développer une approche combinatoire de ces deux contrôles de manière à avoir le pré-trade qui intervient en première ligne pour éliminer le plus gros des menaces et le post-trade qui fait la voiture balai après coup. S'agissant du sujet sur les breaches, je fais mes contrôles sur mes engagements, j'ai un contrôle qui détecte un problème, donc on va appeler ça un breach. On a très peu de breach actifs détectés, notamment parce qu'il y a de plus en plus de pré-trade automatisés qui permet, et bloquant, qui permet d'éviter finalement le fait que le breach actif se produise. En revanche, on a de plus en plus de breach passifs, c'est-à-dire qui ne sont pas dus à une action décidée, délibéré du gérant, mais plutôt par exemple une opération de souscription-rachat. Le point que nous avons souligné ici, qui semble manquer, est une règle formelle permettant de requalifier un breach passif en breach actif après un certain temps de non-traitement. C'est-à-dire si mon breach passif survient et si au bout de 15 jours il n'est toujours pas traité, il peut être pertinent de définir une règle qui va le requalifier en breach actif dans le système de manière à pouvoir accélérer son traitement et sa résolution. Sur le sujet des dépositaires, nous avons constaté sur le périmètre des 5 SGP contrôlés que donc leur implication, leur positionnement sur ce sujet du respect des engagements extra-financiers contractuels était hétérogène sur notre panel. En effet, sur les sociétés de gestion ayant répondu au questionnaire et ayant au moins un engagement sur au moins un de leurs fonds, ce qui fait à peu près 176 sociétés, le nombre de sociétés ayant lancer des échanges avec leurs dépositaires sur le sujet, étant le pourcentage est de 30% environ. Sur le panel spot, un seul dépositaire parmi les 6 qui étaient représentés était impliqué dans le contrôle du respect des engagements extra-financiers contractuels. Je termine par l'information et par le contrôle interne. Sur le sujet de l'information des porteurs, nous avons constaté une grande hétérogénéité au niveau de l'information et notamment le fait que les engagements extra-financiers n'étaient pas présentés de la même manière et avec la même exhaustivité d'un support à l'autre et d'une année à l'autre quand on considère la documentation commerciale et la documentation réglementaire. Sur la partie du contrôle interne, nous avons constaté que le contrôle de niveau 2 et niveau 3 était pratiquement nul, inexistant, dans le sens d'inexistant, sur la documentation commerciale et réglementaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de test substantif mené sur, par exemple, une sélection de documentation commerciale et réglementaire pour y vérifier comment les engagements extra-financiers y étaient traités sur la durée. Au niveau du contrôle de deuxième niveau, du contrôle permanent, c'est un peu mieux. Celui-ci reste cohérent sur la partie concernant le respect des engagements et le forçage. Les sociétés qui tirent leur épingle du jeu dans ce domaine sont celles qui, sur la période de contrôle, avaient bénéficié d'un audit préalable sur l'intégralité du dispositif ESG-ISR. Je vous remercie. Et donc, je passe la parole à Sophie De Villers. Merci. Je vais juste, du coup, rebondir sur ce que vous venez d'exposer pour un peu exprimer les enjeux, du coup, des acteurs post-marché et plus particulièrement des dépositaires. Ça a été précisé précédemment, que ce soit par Chloé, Anna ou Bruno. Initialement, on va dire les réglementations SFDR ou MIF, elles s'appliquent avant tout en fait aux producteurs et aux conseillers en investissement. Elles n'ont pas de conséquences, on va dire, directes dans le chef des dépositaires. Maintenant, et Bruno vient de bien le repréciser, sur SFDR, suite à sa publication du 12 juin dernier, on comprend en effet que l'AMF place au même niveau, on va dire, les engagements financiers et extra-financiers au terme de la réglementation existante pour nous. Tout en soulignant, bien évidemment, la responsabilité des sociétés de gestion de mettre à disposition la donnée pour que nous puissions opérer les contrôles. Donc tout ça, ça soulève quelques sujets et parce que ça a le mérite de quand même clarifier fortement, on va dire, le rôle et la contribution des dépositaires. On a parlé au tout début de cette conférence de la contribution de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc ça a le mérite de clarifier ça
Donc ça, c'est plutôt très, très positif. Maintenant, il y a certains points qui restent bien évidemment ouverts et qui restent à préciser dans les semaines, mois à venir pour travailler ensemble sur la mise en œuvre concrète de ça. Et pour ce faire, c'est tout l'objectif du groupe de travail, du groupe de place qui a été relancé en juin de cette année sous le leadership de Corinne Socha et qui rassemble les différents acteurs qui sont impactés par cette publication, à savoir bien évidemment les acteurs post-marché, mais également les sociétés de gestion, pour travailler ensemble sur la mise en œuvre de tout ça. Et j'en profite pour remercier tout le monde, non seulement pour la mobilisation déjà actuelle, mais encore plus forte à venir. Parce que c'est sûr que c'est un sujet du moment. Je pense que il faut avoir en tête quand même qu'avant même cette publication et avant même les résultats du groupe de place, les dépositaires, ils restent pas les bras croisés. Il faut pas croire ça. Il faut avoir en tête que les dépositaires, ils ont déjà adapté un certain nombre de leurs contrôles et de leurs plans d'audit en intégrant les thématiques ESG dans ces contrôles et dans ces plans d'audit. Donc le groupe de place qui est en cours avec les acteurs de l'AFG, avec les sociétés de gestion, il a pour vocation et pour objectif de compléter ce qui existe déjà dans un premier temps, et également de soulever et d'apporter des réponses sur les points qui restent en discussion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comme enjeu concret pour nous et comme conséquence très concrète pour un dépositaire? Ça veut dire bien évidemment intégrer de la donnée donc ça, vous vous en doutez, vous savez ce que c'est. Et ça veut dire aussi continuer de développer une expertise sur les nouvelles règles de contrôle, mais aussi plus globalement sur ces données ESG. Et tout ça, ça vient bien évidemment avec des coûts supplémentaires et des enjeux techniques très forts pour nous. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Donc, dans ce groupe de place, on va aussi discuter des points à préciser autour de la fréquence des contrôles, de la granularité des contrôles. Je pense que Anna le précisait tout à l'heure, des enjeux pour les sociétés de gestion. On va retrouver à peu près les mêmes pour les acteurs de France Post Marché. Il y aura des discussions autour de la complexité de mettre en œuvre des contrôles sur des données ou des définitions non normées. Donc on a parlé de la taxonomie et de la désynchronisation. On peut parler aussi de CSRD et de l'ESAP qui vont être désynchronisés. Et on peut parler bien évidemment, pour rebondir sur ce que vous disiez Anna, de la définition même de l'investissement durable qui est à la main des sociétés de gestion. Donc bien évidemment, pour ce faire, nous pourrions demander aux sociétés de gestion de nous fournir cette donnée-là et nous serions alors en capacité de contrôler les limites, le respect des limites présentées dans les prospectus. En revanche, on serait en incapacité de contrôler de manière totalement indépendante l'exactitude et la cohérence de ces données. Donc ça, il faut aussi l'avoir bien en tête. On a parlé des fournisseurs de données. Bon, on vit la même chose parce que bien évidemment que les résultats d'un contrôle, il varie de manière assez significative en face d'un même point de données en fonction du fournisseur de données. Donc là, on va également devoir discuter de ces sujets-là dans le groupe de place, de savoir ce qu'on fait, c'est quoi les bonnes pratiques face à ça. Alors on va être très attentif aussi face à la régulation qui arrive sur ces sujets-là autour des fournisseurs de données extra-financières pour voir si ça va nous aider et avoir des conséquences directes sur cette mise en œuvre. Voilà, on a en tous les cas encore quelques enjeux. Je pense qu'on va être aussi très attentifs, nous acteurs du post-marché, donc nous dépositaires, on est des acteurs globaux avec des clients qui pour beaucoup sont globaux ou multilocaux. Et donc on va être aussi très attentifs pour savoir quelle est la vision des autres régulateurs au sein de l'Union européenne dans ces contrôles extra-financiers pour voir si on va pouvoir arriver à une non seulement cohérence d'ensemble, bien évidemment, mais une homogénéité des contrôles qui nous sont demandés
contrôles qui, in fine, sont là pour assurer un même niveau de sécurité de l'investisseur final au sein de l'Union européenne. Donc voilà, donc on a beaucoup de sujets en cours de discussion. Le groupe de travail, honnêtement, avance à bon rythme sur ces sujets-là. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre le temps aussi de soulever tous ces points pour assurer une bonne mise en œuvre opérationnelle. Merci Sophie, merci à tous. Peut-être 2 points importants sur cet échange. Le premier, c'est que on peut avoir une vision un petit peu plus opérationnelle de ce qui se passe côté société de gestion, voilà, de par le contrôle spot de l'AMF. Et aussi, donc, cette publication, elle offre un exemple de dialogue possible entre les associations professionnelles et l'AMF. Donc on a vu à présent les enjeux principaux pour les sociétés de gestion et les acteurs post-marché. À présent, on va se déplacer au milieu de la chaîne et on va voir les enjeux réglementaires pour les producteurs, donc producteurs de titres et de produits dérivés, avec Catherine Balançon en représentant de la MAFI et Florent Vincent pour la FPDB, Société Générale. Merci Marie et bonjour à tous. Bien sûr, la finance durable est aussi, comme vous vous en doutez, un enjeu majeur pour les adhérents de la MAFI, qui sont à la fois producteurs et distributeurs d'instruments financiers, et nous occupe donc pas mal, puisque une partie significative de nos travaux consiste à aider nos adhérents dans la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires. À cet égard, le constat qu'on peut faire, mais ça a déjà été exprimé par bon nombre des participants autour de cette table, c'est celui de l'extrême complexité de ce cadre réglementaire, avec des concepts très complexes, pas toujours très bien définis, pas toujours définis de manière homogène, et donc des clients qui comprennent pas nécessairement toujours de quoi on leur parle, et puis parfois des conseillers qui eux-mêmes non plus maîtrisent pas tout, ce qui d'ailleurs et puis aussi des procédures très lourdes, pardon, et tout ceci étant même de nature à comment dire, entraîner le fait que ce cadre réglementaire n'a pas nécessairement le succès probablement escompté, puisque la MAFI vient de répondre au Call for Evidence de l'ESMA sur les dispositions MIF2 ESG, et que le constat qu'on a fait avec nos adhérents, c'est celui que, en fait, seulement 20% des clients énoncent des préférences ESG. Voilà. Donc, alors c'est pas du tout une pierre dans le jardin de l'AMF, parce qu'on est bien conscient que tout ceci se joue à un niveau pas du tout purement national, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut tous probablement déplorer. Ça ne nous empêche pas pour autant d'essayer d'avancer, comme je vous le disais, pour essayer de débrouiller autant que possible les questions qui se posent pour nos adhérents, et pour essayer de proposer des solutions que d'ailleurs nous avons relayées dans la réponse au Call for Evidence que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors tout d'abord, dans leur rôle de producteur d'instruments financiers, donc à la différence de nos collègues gérants, nos adhérents à nous sont producteurs d'instruments financiers qui ne tombent pas sous le coup, enfin qui n'entrent pas dans le champ de SFDR. Donc je veux parler des titres simples, actions et obligations notamment, des instruments financiers dérivés et aussi des produits structurés dont va parler Florent tout à l'heure. Donc ces produits n'entrent pas dans le champ de SFDR. Pour autant, comme les autres instruments financiers, ils ont bien vocation à être distribués sous le carcan, si je puis dire, des dispositions MIF qui font que on doit déterminer leur durabilité, y compris si c'est pour conclure qu'il n'y en a pas, mais en réalité on doit de toute façon se poser la question. Donc en tout état de cause, il faut examiner la durabilité de ces instruments financiers, sachant que par ailleurs il y a aussi des enjeux bien sûr business, puisque ces instruments financiers ne pourront être distribués ne pourront être conseillés à des clients qui auront exprimé des préférences ESG que pour peu qu'eux-mêmes aient une composante ESG. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est penché sur ces travaux. Donc je vous dis, on a mené des travaux sur les instruments financiers simples du type actions et obligations, dont les banques conseils en particulier sont réputés être les producteurs sur le marché primaire. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment déterminer la durabilité d'une action ou d'une obligation sur le marché primaire.
Le premier constat, la première conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que mis à part les cas spécifiques des green bonds où il y a des mécanismes d'allocation des sommes qui sont levées, pour le reste de ces titres simples, on peut considérer en première analyse que la durabilité de ces instruments financiers est identique à la durabilité de ces émetteurs, ce qui nous renvoie ensuite aux critères de durabilité de l'émetteur lui-même, qui en théorie font l'objet d'une publication par l'intermédiaire des textes CSRD qui sont en grande partie pas encore applicables. Donc, premier écueil que nous avons relayé dans le cadre de la réponse à notre call for evidence à l'ESMA. Alors les solutions, il pourrait exister des solutions alternatives consistant pour ces prestataires à mettre en œuvre des mécanismes pour pouvoir eux-mêmes évaluer la durabilité des instruments financiers, mais ces dispositifs requièrent une expertise qui n'est pas à la portée du premier prestataire de services d'investissement venu. Voilà, donc toute problématique qu'on a relayée encore une fois au Call for Evidence. Pour les dérivés, en réalité la MAFI s'est saisie de la question des dérivés il y a assez longtemps de cela, au moment où le constat avait été fait que le calcul des dérivés qui était fait le traitement des produits dérivés qui était fait dans le calcul du GAR semblait préjudiciable aux dérivés. Donc la MAFI a entrepris depuis d'essayer d'explorer, d'essayer de démontrer que dans certaines conditions, certains produits dérivés pouvaient jouer un rôle en matière de durabilité, et donc a énoncé ses positions à l'occasion de diverses consultations qui ont eu lieu au cours des 2 dernières années. Donc les principales positions qu'a portées la MAFI sur le sujet de la durabilité des dérivés, c'est tout d'abord l'importance d'avoir une approche commune en fonction des différents textes dont on est en train de parler, de prendre en compte ces dérivés de manière homogène, et donc d'avoir une approche transversale de cette question. Deuxième position qu'a portée la MAFI, c'est celle de donner la priorité dans cette problématique de dérivés aux dérivés actions et obligations, pour lesquels l'alignement avec la taxonomie est possible, pour lesquels il est possible de déterminer un alignement à la taxonomie, ce qui est plus compliqué pour les dérivés de taux et de change, par exemple. Donc, dans un premier temps, on se concentre sur cela. Et puis, la troisième et principale position qu'a développée la MAFI, c'est celle qui consiste à considérer que les produits dérivés sur actions et obligations peuvent impacter la durabilité par l'exposition qu'ils créent ou, à contrario, suppriment à l'actif sous-jacent. Voilà pour ce qui est de ces instruments financiers. Je passe la parole à Florent. Merci Catherine, c'est super bien résumé. Sur les dérivés, ça nous permet de dire qu'il y a un sous-groupe de travail que la plateforme pour la finance durable de la Commission a créé sur les dérivés. Et donc on attend avec impatience les conclusions de ces travaux. Je vais peut-être commencer par une note un ton un peu moins grave, puisque j'ai l'impression qu'il n'y a que des problèmes. D'abord peut-être dire que l'AMF n'a pas gold pété encore. Et donc ça apporte un point un petit peu optimiste dans la roadmap que vous avez présentée, qui évidemment, les problématiques que vous mentionnez sont les mêmes pour les produits structurés. Hein. Le schéma que vous avez mentionné, que vous avez montré tout à l'heure avec les sociétés de gestion aurait pu être le même s'agissant des producteurs d'instruments financiers de type titre de créance structuré. À ceci près qu'on a une problématique supplémentaire, puisqu'il y a 2 composantes dans un produit structuré, une composante funding et une composante dérivée. Tu viens de parler de la composante dérivée. Pour la composante funding, on a peu ou prou les mêmes problématiques que certains asset managers dans la démonstration finalement de l'utilisation du cash que l'on fait et que l'on réinjecterait, pour employer un terme barbare, dans l'économie. Encore une fois, à ceci près que les asset managers ont une politique de vote et d'engagement que les banques, par principe, n'ont pas forcément. Donc tout ça mis bout à bout, plus le fait que les produits structurés ne soient pas dans le périmètre des CFDR,
peut-être dans SFDR 2.0, on ne sait pas encore, mais ça a fait qu'on a pris les devants. Alors, avec la FPDB, je vois le président de la FPDB au fond de la salle, Jean-Philippe, qui a œuvré pour un consensus de place sur des sujets vraiment basiques, que sont comment, par des critères minimums, définir si un produit structuré peut être classifié d'ESG et, puisqu'on est rattrapé par MIF 2, pouvoir potentiellement avoir une cible marché ESG positive. Le point qui est très positif, c'est qu'avec la MAFI aussi, on se rend compte que les critères, je vais pas les détailler aujourd'hui, hein, ce sont des critères minimums au niveau du funding, de l'utilisation du funding et du sous-jacent. Typiquement, on a des critères d'exclusion, tant au niveau du funding, par des politiques sectorielles, qu'au niveau des sous-jacents, avec notamment des exclusions sectorielles appliquées à des sous-jacents indiciels. Bingo, on retrouve quand même quelques points de notre charte que je vais rappeler, hein, puisque je ne l'ai pas mentionné, mais on retrouve quelques points que l'on a intégrés dans nos travaux de place au travers de la charte ESG des produits structurés, sur laquelle je vais revenir, encore une fois, dans les travaux de consultation de place de la Commission européenne, tant sur le niveau 2 que sur le niveau 1 de SFDR. Donc, le parti pris à l'époque, dans nos fameux travaux de place, ça a été de prendre des critères qui soient principalement qualitatifs, faciles à comprendre de tous. Comme tu le disais, ça fait depuis 2001 que vous avez un comité, mais ça fait depuis bien longtemps que les asset managers réfléchissent à la cause ESG et à leur intégration dans les fonds, à des critères qualitatifs plus que quantitatifs, comme ceux qu'on retrouve dans MIF 2, notamment SFDR, l'alignement taxonomie et la durabilité. Ça a mené donc à deux choses. La première, enfin deux, on va dire, livrables. La première, c'est la charte ESG des produits structurés AFPDB, qui n'est pas encore totalement live, puisqu'on a des dernières discussions avec les régulateurs et dans le cadre de certaines associations de place, mais ça sera une utilisation principalement B2B, producteur-distributeur, d'abord, avant l'utilisation prochaine, je l'espère, en B2C, c'est-à-dire producteur, distributeur, client. Les critères sont des critères minimums qui permettent de, on va dire, classifier en deux types de labels les produits structurés, des articles 8-like, on va dire premier niveau caractéristiques ESG, avec des critères d'exclusion, de sélection et pas mal de transparence, puisque c'est très important pour nous la transparence à donner au niveau du distributeur pour le client et du manufacturer pour le distributeur via notamment des templates de place comme le ET. Et on a un second niveau de label qu'on appellerait plutôt objectif durable qui s'apparenterait à du article 9-like, sur lesquels on a apporté des critères un peu plus structurants et contraignants, notamment au niveau du funding avec le respect de certains engagements internationaux comme les standards du LICMA pour les green bonds ou les social bonds. Et au niveau du sous-jacent, on essaye de pousser pour du PAB, pour des indices sur lesquels on a des critères qui sont assez stricts et qui permettent de respecter certains engagements pris dans le cadre des agréments de Paris, des accords de Paris, pardon. Donc, ça, c'est le premier livrable. Le second, il arrive aussi, c'est une sorte de vademecum qui est construit en 5 grandes sections et qui permet de donner des indications, des positions ou des interprétations à la place, notamment aux petits manufactureurs et aux petits distributeurs français, sur la possibilité ou pas de définir une cible marché positive sur les produits structurés en vertu des 3 piliers, A, B et C, donc taxo, durabilité et la considération des PAI. Voilà, on donne, c'est un peu la boîte à outils pour les petites entreprises qui n'ont pas des tonnes de juristes, de conformité ou d'opérationnels qui travaillent sur ces sujets-là. Donc ça, c'est en cours de finalisation et on espère que ce sera publié pour la fin de l'année. Voilà, mot final, conclusion. Nous aussi on a ces problématiques parce qu'on a une vocation à avoir des produits structurés ESG, à participer au financement de la transition. Comme tu l'as dit, c'est avec nos spécificités, principalement dérivées. Mais le but, c'est d'essayer d'être partie prenante de tous les travaux que la place de France, française et européenne, entreprend, parce qu'on a plein de bonnes idées et qu'il faut qu'on continue à les pousser. Merci Florent. On va passer à présent à la troisième partie. Donc, c'est les impacts des réglementations pour les conseillers en investissement et les distributeurs avec Claire Douchy, Société Générale Banque Privée, Catherine de la MAFI et Chloé pour la vision de l'AMF sur la mise en œuvre de MiFID II. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je représente effectivement l'un des distributeurs et vous l'avez dit.
cette réglementation qu'on accueille avec plaisir parce qu'en fait, elle structure énormément le dialogue entre son conseiller et son client, puis elle va aussi structurer l'offre de produits financiers qu'on va pouvoir lui conseiller. Elle nous place devant pas mal de défis, vous l'avez entendu sur toute la chaîne de valeur. Je vais en retenir 3 pour les distributeurs. La première, ça a été le défi de l'opérationnalisation de ces sujets de MIF 2. La deuxième, c'est l'enjeu de la pédagogie. On va y revenir, Catherine, vous l'avez évoqué. Et la troisième, c'est l'enjeu de la construction des offres, et notamment avec les sujets de produits qui ne seraient pas sous SFDR. Alors, opérationnalisation de la réglementation et du questionnaire, c'est tout simplement, vous l'avez entendu, c'est des sujets compliqués. Donc, quelles questions on pose? Quels termes employer? Comment être suffisamment clair, précis et pas non plus perdre son client? Quelle approche retenir? Et puis aussi, comment l'interroger sur des proportions dans son portefeuille? Est-ce qu'on a une approche portefeuille ou une approche proposition d'investissement? Donc ce sont plein de questions que se sont posées les distributeurs et qui a donné lieu à ce fameux questionnaire profil investisseur ESG, comme nous l'avons appelé dans notre groupe. On a eu aussi un défi, ça a été de s'adapter aux recommandations assez tardives sur justement cette interrogation sur la proportion des taux d'investissement durable. Et d'ailleurs, on a chez nous révisé notre questionnaire à ce titre-là. Alors, le deuxième enjeu, ça a été celui de la pédagogie. Vous l'avez dit, des concepts compliqués. C'est compliqué pour le client qui était habitué, peut-être, il avait commencé à s'habituer à des labels ISR, à des approches best in class, dans le meilleur des cas. Et là, on lui parle de taxonomie, on lui parle d'investissement durable, on lui parle de PAI. Donc voilà, il faut pouvoir faire de la pédagogie auprès des clients avec ce défi d'éviter que, parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y comprend rien, il ne va pas exprimer de préférence durable. Parce que c'est compliqué, parce qu'on n'y comprend rien, le questionnaire est trop long. Le deuxième défi, c'est côté conseiller. Parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, eh bien, on n'accompagne pas assez son client pour l'aider dans ce questionnaire et décrypter avec lui de manière neutre les questions qu'on lui pose. Ça a été quelque chose sur lequel on s'est énormément penché avec voilà, un parcours pédagogique, tant pour les clients que pour les conseillers. Et ça a été compliqué aussi parce que dans l'état actuel du marché, on n'avait pas toujours des produits qui s'engageaient sur des taux d'alignement de taxonomie, par exemple. Et donc, quand un client posait la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Eh bien, on avait, en l'état actuel du marché, quand le questionnaire est parti, nous n'avions pas d'offres. Et donc, je viens sur le troisième défi, c'est la construction des offres. Comment on fait pour effectivement répondre à des préférences durables dans un client qui, par ailleurs, est très prudent et que, donc, on n'a pas toujours une offre disponible. En plus, vous l'avez dit, 20% de clients qui expriment des préférences durables, on a observé que plus on discutait avec lui, et donc je parle maintenant de ma fenêtre de banque privée, où on a le temps de parler avec nos clients, on les reçoit, on passe du temps avec eux, les portefeuilles sont moins chargés. Les portefeuilles de clients sont moins chargés, on s'aperçoit que ce taux monte et on a effectivement chez nous à peu près 2/3 de clients qui arrivent à exprimer des préférences durables. Mais du coup, c'est un défi parce que 2/3 qui expriment des préférences durables, en face de cela, ça veut dire qu'effectivement, il faut lui proposer une offre suffisante. Et aujourd'hui, les acteurs, en tout cas lorsque on a démarré l'année, n'étaient pas encore suffisamment ambitieux, en tout cas par rapport à des clients qui exprimaient des préférences durables élevées. On avait des sociétés de gestion ou des produits qui n'avaient pas des taux d'engagement ex-ante suffisants. Et je voudrais finir par une conclusion qui me paraît essentielle, parce que c'est effectivement... ce dont on parle, c'est l'épargnant. Finalement, tout ce travail, c'est fait pour qu'il exprime une préférence durable, pour qu'ensuite, on se tourne vers les producteurs de marchés financiers pour dire, avec ces préférences durables,
allons flécher donc l'épargne financière vers de l'économie qui construit un monde durable, plus juste et plus résilient. Et alors, un client, quand vous lui posez la question de la durabilité, de la rentabilité, il aura beau dire qu'effectivement il est très intéressé, il exprime des préférences durables, sa priorité, ça reste quand même le rendement. Et l'année 2022, vous le savez, ça a été un bon test vis-à-vis de nos clients pour juger de leurs priorités, puisque nous avions certains indices et certains secteurs, dont le secteur de l'énergie, qui a surperformé par rapport à d'autres indices ESG. Voilà les grands défis que les distributeurs apprécient. Merci Claire. Catherine, Chloé, est-ce que vous souhaitez compléter pour la partie conseil distribution? Oui, alors juste dans le contexte qu'indiquait Claire, on s'est attelé de nouveau à la MAFI à essayer d'aborder certaines des problématiques rencontrées par nos adhérents. Et plus particulièrement, on a travaillé sur 3 problématiques spécifiques. La première d'entre elles concerne le traitement des opérations de couverture, notamment via des instruments financiers dérivés de taux et de change, sur lesquels il n'est pas possible d'attribuer des caractéristiques de durabilité. Pour autant, il nous semble que ces instruments financiers de couverture de taux et de change doivent pouvoir être utilisés par les clients, nos adhérents, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies ESG, pour lesquelles ils peuvent avoir besoin de couvrir un risque spécifique. C'est la raison pour laquelle on a poussé la position consistant à demander que pour ces instruments financiers spécifiques utilisés en couverture, il n'y ait pas de prise en compte des critères de préférence ESG. Premier sujet sur lequel on a travaillé. Deuxième sujet auquel on s'est attelé, c'est celui de ce qu'on appelle la distribution passive d'instruments financiers. C'est en réalité ce qu'on vise par distribution passive, c'est principalement les activités d'intermédiation via la RTO ou l'exécution d'ordre pour compte de tiers, dans laquelle il n'y a pas d'action positive de la part du prestataire pour essayer de promouvoir un instrument financier ou un autre. L'application à la lettre des textes oblige néanmoins les distributeurs de ces instruments financiers, comme tous les autres, à déterminer la durabilité selon les 3 critères qu'on connaît sur l'ensemble de ces instruments financiers, quel que soit le service d'investissement. On voit bien que sur ces activités d'intermédiation, on voit bien la difficulté que ça peut poser, alors même qu'on est en train de parler de centaines de milliers d'usines potentiellement. On avait auparavant, on pouvait tout à fait sur des critères financiers mettre en place des approches génériques par type d'instrument financier, pouvoir considérer par exemple qu'une action était un produit simple et que donc il fallait juste une connaissance basique de la part des clients. Quand on est sur des critères ESG, cette approche générique n'est plus possible en réalité. De sorte que si on veut pouvoir laisser la possibilité à ces services de continuer à exister, il faut absolument trouver un moyen d'apprécier la durabilité ou plutôt l'absence de durabilité de ces instruments financiers de manière un peu industrielle, parce que le reste ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle la MAFI a poussé pour que dans ces métiers-là, les prestataires soient autorisés à considérer que les instruments financiers en question sont ESG indéterminés. C'est aussi une position qu'on a poussée auprès de l'ESMA. Et puis, troisième difficulté qu'on a creusée du côté de la MAFI, c'est celle dont parlait Claire à l'instant, qui est qui porte sur le questionnement des clients s'agissant des proportions minimum de durabilité ou d'alignement taxonomie. Ce questionnement client doit se faire, nous disent les textes et notamment les guidelines, sans que le conseiller soit à même d'influer sur la décision du client, enfin sur l'expression par le client de ses préférences de durabilité, de sorte qu'en réalité, potentiellement, le client peut être amené à formuler des pourcentages d'alignement qui sont extrêmement éloignés de la réalité effective du marché,
et l'AMAFI a également là aussi défendu une position selon laquelle, s'agissant de ces proportions minimales d'alignement taxo de durabilité, il devrait être possible d'avoir une approche qui soit plus centrée sur la réalité de l'offre du marché. Voilà pour les 3 points un peu spécifiques sur lesquels on a travaillé récemment. Merci. Alors juste en réaction rapide à ce qui vient d'être dit, pour revenir sur les produits hors scope SFDR, donc c'est une problématique dont on est conscient. Comme vous l'avez dit tous les deux, on échange dessus. Il y a des réflexions internes qui sont menées à l'AMF sur le sujet, et l'idée, ça sera évidemment de faire un retour aux associations professionnelles le plus rapidement possible pour que les acteurs puissent se mettre en ordre de marche. En termes des enjeux et des difficultés qui ont été mentionnés par Catherine et Claire, ce sont des points, évidemment, enfin, on comprend, c'est tout à fait légitime, les guidelines sont pas toujours évidentes à mettre en œuvre. Niveau AMF, l'approche qu'on a adoptée, c'est vraiment, enfin, on essaye le plus possible de rester pragmatique dans les réponses qu'on apporte aux acteurs et aux associations professionnelles. Quand les textes sont clairs, même si ça peut sembler peu pertinent comme exigence, par exemple la notion de neutralité, elle revient quand même assez souvent dans les guidelines de l'ESMA. Quand c'est des exigences qui sont quand même assez claires, c'est un peu difficile en tant que régulateur de se dire on va aller à l'encontre de ce que le texte dit, de ce que les guidelines ou les textes exigent, aussi ouvertement que ça. Donc voilà, il y a parfois des exigences où c'est compliqué d'être plus flexible dessus. Évidemment, on est ouvert à l'échange et l'idée, c'est de faire remonter ces points qui peuvent être clarifiés peut-être d'une certaine manière, donc au niveau européen. Par contre, sur les autres points qui sont plus objets à interprétation, là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'accorder un peu plus de flexibilité, une réponse pragmatique, tout en, évidemment, ne vidant pas le texte de sa substance et en évitant les pratiques de greenwashing. Donc, le principe de neutralité, on peut comprendre que pour les pourcentages et les fourchettes, ça peut être un peu compliqué, donc là, on pourrait en rediscuter. Par contre, sur la manière dont les sujets sont présentés aux clients, là, pour le coup, il faut vraiment éviter de l'influencer. L'idée, c'est vraiment de collecter ses préférences à lui. Et donc, on revient, nous, de nos échanges, je vais faire vite, je comprends qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais voilà, l'idée c'est juste, nous on a eu l'occasion d'échanger et avec les associations professionnelles et avec certains acteurs de la place, on a pu identifier certains constats, des bonnes pratiques comme des points d'attention. Les points d'attention, c'est ce que tout le monde a dit, c'est la pédagogie. Vraiment, c'est un des challenges les plus importants. Par contre, on a des bonnes pratiques qu'on a pu identifier sur ce sujet. On a vu qu'il y avait des acteurs qui avaient vraiment développé une pédagogie des éléments de langage très clairs, synthétiques, en évitant les termes réglementaires, compliqués, trop techniques, que ce soit vis-à-vis de leurs conseillers pour les former ou de leurs clients. Et là, vraiment, quand on relisait, il y avait des exemples concrets. Donc ça, c'était vraiment pour illustrer les concepts. On trouvait que c'était une pratique assez vertueuse, mais on comprend le challenge derrière, mais donc c'est un point d'attention. Le principe de neutralité, je ne vais pas y revenir, on en a déjà parlé. Et puis surtout la transparence vis-à-vis du client. Quand on lui pose des questions sur les 3 critères de durabilité, évidemment vous avez la possibilité de n'en sélectionner que un pour lui faire ensuite pour le conseiller. Ça, les textes l'autorisent, les guidelines sont assez explicites dessus. Par contre, le client ne sait pas, peut-être qu'il s'attend à avoir les 3 quand lui il s'est exprimé sur les 3. Donc l'idée c'est vraiment d'être le plus transparent possible tout au long du process et de l'échange avec le client. Donc ça, c'était un peu les points d'attention. Il y a des bonnes pratiques aussi qu'on a identifiées, parce que j'ai pas envie non plus de sortir sur une note négative. Donc on a parlé de la pédagogie. Il y a des outils aussi qui ont été mis en œuvre pour accompagner le conseiller, pour s'assurer que le conseil qu'il est en train de faire est adéquat. Donc ça facilite la tâche et du conseiller et puis vis-à-vis du client. On est sûr que ça répond à sa demande. Et ensuite, les formations conseillers qu'on a pu voir chez certains acteurs, chez certains psys, étaient vraiment de bonne qualité aussi, très pédagogues et assez détaillées pour permettre aux conseiller de comprendre les sujets et ensuite pouvoir les expliquer clairement à son client. Et dernier point, je conclue sur ça vraiment très rapidement. Je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais malgré les difficultés, il faut mettre en œuvre ces textes. Les guidelines ESMA, c'est vraiment le mois prochain, même pas. Donc c'est vraiment dans 2 semaines que ça rentre en vigueur. Donc si vous n'êtes pas déjà prêt, il faut vraiment s'activer pour remédier à cette situation. Enfin,
près au possible, mais vraiment il faut mettre en œuvre les actions nécessaires, parce que le Call for Evidence dont parlait Catherine, qui a été lancé par l'ESMA et qui a été clôturé en septembre, il sert aussi comme outil de supervision à l'ESMA. Donc derrière, on peut envisager qu'ils vont lancer des contrôles au niveau européen, comme ce qui est fait maintenant sur SFDR, qu'il peut y avoir des visites mystères sur le sujet, parce que c'est un outil de supervision aussi. Donc voilà, il faut vraiment se mettre en ordre de marche, faire remonter les questions et éviter au possible les cas de non-conformité qui perdurent dans le temps, parce que c'est un risque réel que vous prenez quand vous faites ça. Désolée sur le côté un peu alarmiste à la fin, mais je ne sais pas si... Merci Chloé. Sophie, peut-être quelques mots rapides de conclusion avant de passer aux questions. On va avoir 10 minutes. Bon, après le call for evidence, on a eu le call for action de Chloé. Donc merci pour ça. En fait, moi j'ai la lourde responsabilité de conclure, donc normalement je devrais reprendre un peu tout ce qu'on s'est dit, etc., etc. Mais en fait, je crois que je retiens 3 mots qu'on a tous tour à tour utilisés, ou en tous les cas entendu derrière nos propos. C'est le mot de collectif. On y va de manière collective avec tous les acteurs de la chaîne, avec les régulateurs, pour tous construire et pas que construire le monde de demain, mais bien sûr y aller et être vraiment dans le call for action. Il y a le mot de pédagogie et de transparence. En fait, c'est exactement les mots, quoi, vous l'avez résumé parfaitement, et c'était pas que sur ce dernier pan de la chaîne. Je pense que c'est valable pour les ensembles des acteurs. Donc je pense que si on fait ça de manière collective, avec pédagogie et transparence, on va y arriver. Donc voilà. Mais après, je vais pas être plus longue, parce que sinon on va se faire on va se faire reprendre à l'ordre par Marie, et je pense que la place est aux questions, si j'ai bien compris. Merci Sophie, merci à tous. Alors on va prendre les questions en priorité qui sont posées dans la salle. Alors il y a un monsieur ici, une question. Oui, merci beaucoup Éric Pinon, président d'honneur aujourd'hui de l'AFG, mais j'ai suivi tout ça de près, Anna en a parlé. Juste une remarque, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois avec l'AMF, des reproches sur l'article 8, article 9. On a tous fait l'effort d'être en article 9 pour certains d'entre nous, dans certains cas, et on a downgradé, on va dire ça comme ça, pour parler français, comme dit Anna, en article 8. Le but, et c'est ce qui a été dit par Catherine et par Claire qui me fait faire cette remarque, mais c'est une question que je pose indirectement au futur contrôle spot dans un sens, et puis à vous Chloé, c'est on voudrait que les clients comprennent qu'on fait les meilleurs efforts. Le problème, c'est que, j'étais encore à une réunion lundi matin avec monsieur de Cambourg, les règles américaines et les règles françaises n'ont pas l'air forcément d'être tout à fait dans le même sens sur ces sujets de la durabilité, puisque c'est le nouveau nom qui a été pris le 31 juillet. Alors vous n'avez pas parlé de ça, mais on a jusqu'au 20 octobre, je crois, pour être sûr qu'il n'y aura pas de rejet des propositions de la Commission et des FRAG. Mais je voulais insister quand même sur le fait que nos clients, on veut leur montrer qu'on va dans le bon sens, qu'on fait la bonne démarche. Et ne nous croyez pas, quand je dis ne nous croyez pas, personne, en tous les cas pas vous, mais l'AMF en général, sur on a trompé le client. C'était pas le but. Le but, c'était juste qu'on comprenait nous-mêmes pas les produits. Donc, la façon de faire les produits. Donc, je veux insister en fin de réunion là-dessus parce que on en souffre tous, et ce qu'a dit Sophie de Villers est important, c'est que soit on fait des produits ex post, mais ça veut dire qu'on fait rentrer les gens dans le magasin en leur disant revenez la semaine prochaine, on va tailler pour vous le produit qui va bien, soit on essaye de faire des produits ex ante. Je pense quand même qu'on est soucieux de faire des produits ex ante, qu'on les a fait en article 9, qu'on les a downgradés en article 8, pas tant pour les rendre malheureux, mais pour dire voilà, la réglementation avance, elle progresse, et on a des choses à faire. Donc je ne sais pas quelle est votre remarque là-dessus, mais on a peut-être été trop vite en réglementation par rapport à la production de produits. Je pense que le souci aussi, c'était avec ces fameuses catégories, article 8, article 9, qui ont été perçues comme des labels. Il y a eu un gros enthousiasme autour de ces catégories, et finalement, avec les clarifications qui ont été apportées au niveau européen au fur et à mesure, les acteurs ont été obligés de downgrader, comme vous dites,
catégories. Après, un des avantages dont on n'a pas parlé aujourd'hui sur les amendements MiFID, c'est que heureusement, MiFID, dans les critères de durabilité, on ne parle pas de catégorie article 8, article 9, parce que sinon, vous pouvez vous imaginer ce que ça aurait donné. Donc, on a au moins pu éviter ce problème-là. Donc, effectivement, dans le cadre des échanges avec les clients non professionnels, on va dire, je ne pense pas qu'ils aient vraiment d'attentes en termes de catégorisation. Ils ont effectivement peut-être des attentes de durabilité, mais éventuellement les préférences de durabilité MIF peuvent répondre si c'est apporté avec pédagogie. Donc évidemment là c'est un challenge aussi à part entière. Mais je comprends que c'est peut-être aussi plus du côté des institutionnels, ou dans les échanges avec les institutionnels, ces catégories ont été comprises comme des labels et il y a eu une forte demande dessus, ce qui a fait que tout le monde s'est jeté dessus, alors qu'in fine, on n'avait pas vraiment... on n'avait pas vraiment d'éléments suffisants, et les clarifications qui étaient apportées en ex post au niveau européen ont fait qu'on a dû baisser l'ambition des catégories. Donc effectivement, on entend, et c'est tout le souci avec cette catégorisation. Mais donc voilà, peut-être avec la consultation SFDR qui est en cours, on va s'orienter vers autre chose, avec des critères minimums et quelque chose d'un peu plus cadré sur le sujet. Merci. Juste une réaction pour dire qu'effectivement, déjà, il faut expliquer ce que c'est que le label ISR, ce que c'est que différentes catégories. Je pense qu'effectivement, quand on peut éviter de prendre quelque chose qui n'est pas obligatoire à expliquer à un client, on ne le fait pas. Donc effectivement, a priori, les catégories ne sont pas un point déterminant dans l'explication des offres aux clients. Merci Claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, Damien Brismontier, responsable finance durable France Invest. J'ai deux questions. La première sur les RTS et SFDR, une consultation qui a pris fin début juillet, le 4 juillet de mémoire. On s'attend à un rapport fin octobre, début novembre, potentiellement structurant avec de nouveaux indicateurs pays, des modifications des templates avec l'introduction de cibles de décarbonation, etc. Est-ce que la consultation sur le niveau 1 SFDR qui a été lancée la semaine dernière pourrait conduire les ESAS à revoir potentiellement leurs propositions ou leurs copies ? Et la deuxième question, c'était sur le contrôle CSA SFDR qui a été lancé en fin de semaine dernière. Est-ce que potentiellement il pourra aussi conduire à des contrôles spot AMF ciblés sur des parties thématiques d'obligation de conformité financière durable? Sur la première question, je pense qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas vraiment de chevauchement, parce que là, les RTS vont être publiés très bientôt, la nouvelle version. Et puis l'entrée en vigueur, je pense qu'elle se fera avant même que le niveau 1 de SFDR soit ouvert pour révision. Donc je pense que le calendrier ne se chevauche pas vraiment, donc je ne sais pas, je ne me prononce pas, mais en principe, il ne devrait pas y avoir de changement dans les RTS suite à la consultation, mais on ne sait jamais. Donc je ne garantis rien, mais en théorie, non. Et sur l'aspect spot, je pense qu'il n'y a pas de secret. Généralement, quand il y a des CSA, c'est souvent accompagné par un spot. Donc effectivement, il y a 5 AGP qui seront sélectionnés pour le spot SFDR. Donc, voilà. Merci Chloé. On va prendre une dernière question. S'il y en a une. Non. Écoutez, merci à tous. Et puis je laisse la parole aux intervenants pour la prochaine table.